monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah voilà. C'est bien, ma tête le bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et aujourd'hui une nouvelle émission sur les films à l'affiche. On va parler de The Fabelmans et d'autres films et on va vous expliquer un petit peu le programme de suite. Et puis voilà, première émission depuis un petit moment parce qu'on a fait une pause la semaine dernière. On tient déjà à vous remercier pour tous vos messages qu'on a reçus entre temps sur Insta. On prend le plaisir d'y répondre à chaque fois, ça fait très plaisir. Donc continuez de nous envoyer des messages, on répond et on pourra échanger avec vous sur les films dont on parle aujourd'hui et à l'avenir. Et puis du coup on est 6, on a une équipe complète, on est à Lyon ce soir. On a Nathan, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Moi ça va très très bien, j'en profite pour faire, alors on a décidé qu'on allait faire une petite dédicace à un auditeur à chaque émission avec les données géographiques qu'on a. Donc aujourd'hui on fait une dédicace à notre auditeur de Aubagne, voilà, notre auditrice, je ne sais pas, nos auditeurs de Aubagne. Peut-être un poulet qui s'est abonné à Spotify, on sait pas en vrai. Dédicace à tous nos auditeurs provençaux. Voilà, et d'ailleurs Gaston, comment ça ce soir? On a Gaston aussi. Et ça va très 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 bien puisque je suis vraiment à fond pour cette nouvelle émission du podcast qui va porter sur The Fabelmans, La femme de Tchaïkovski et plein d'autres films super. Enfin, pas forcément l'émission en elle-même, Gaston, mais tout l'enregistrement. Gaston taf et qui tease les films à l'avance. Et donc on va kiffer, c'est des bons films et puis voilà, ça va être cool. Ouais. Mathéo ce soir est là également, comment ça va? Écoute, la forme, à fond, des films intéressants, notamment The Fabelmans, dont on va parler longuement. Ouais, on va, pour expliquer un petit peu le fonctionnement, avant de présenter la suite de l'équipe, mais juste on va faire l'émission en deux parties. On fera une partie sur The Fabelmans, donc on va vraiment se consacrer là-dessus, tous les 6, à discuter un petit peu du pourquoi, du comment, de est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Et après, on va parler des Césars un petit peu, on parlera des Césars et on parlera de 3 autres films, que sont La femme de Tchaïkovski, L'astronaute et Pour la France. Et les avis seront divisés, vous allez le voir, ça va être sympa. Mais du coup, je continue sur le tour de table. Bleu, comment ça va ? Ça va super, moi j'étais pas là aux 2 dernières émissions donc je suis vachement contente de revenir. Et on parle de super films ce soir, surtout La femme de Tchaïkovski, ouais. Vous allez voir, c'est génial. Bon, et puis on parle de Spielberg, donc pour parler de Spielberg on ne pouvait pas ne pas avoir Nicolas. Nicolas, comment ça va ce soir? Hello, I'm Steven Spielberg. Ah pardon, oui putain, en fait souvent j'ai un syndrome de l'imposteur avec Spielberg, je dédouble ma personnalité. C'est super cool, j'ai l'impression d'être un chevalier de la table ronde ce soir. Il y a le roi Arthur en face de moi, c'est très agréable d'être avec vous ce soir, je suis très content. Bon, et du coup, avant de commencer, je voulais juste faire un petit message, petite annonce. On a prévu une émission spéciale la semaine prochaine. On vous expliquera un petit peu sur le film Tango Sueños Eléctricos avec des invités. Et je tiens juste à annoncer pour les quelques Perpignanais ou nos auditeurs des Pyrénées-Orientales qu'on va présenter une avant-première. En tout cas, je présenterai une avant-première au Cinéma Castille à Perpignan du film du coup Tango Sueños Eléctricos le jeudi 2 mars à 19h. Donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On pourra échanger avant, après la séance. Et puis nous on en parlera avec toute l'équipe une semaine plus tard. Et voilà, on a pas mal d'émissions qui vont sortir. Donc Gaston, dis-moi. Également, si vous êtes chaud pour voir ce film et que vous êtes sur Lyon ou Villeurbanne, gros big up au cinéma Le Zola, donc qui par son festival sur le cinéma latino-américain passera Tango Sueños Eléctricos également dans le courant du mois de mars. J'ai pas la date exacte, voilà, donc renseignez-vous, mais vraiment, aller au Zola, c'est super. Je dis pas ça parce que j'ai fait mon stage chez eux. Voilà, on fait notre petite pub, mais non, on parlera de ce film qui nous a beaucoup plu, vous le verrez, et c'est un petit film indépendant qui est distribué par Géco Distribution, et voilà, on en parlera dans les prochaines émissions. Et tout de suite, on va commencer du coup avec The Fabelmans. On n'en dit pas plus. Extrait de bande-annonce, c'est parti. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Et je vais vous faire le synopsis de The Fabelmans de Steven Spielberg avec Gabriel Labelle, Michelle Williams, Paul Dano et Seth Rogen.
Alors, le petit Samuel Fableman, qui est une sorte de double fictif de Steven Spielberg, a un problème avec les trains mécaniques et il a envie de les filmer. Et en fait, c'est ce qui va créer un peu une vocation de réalisateur chez le jeune Sammy, qui va filmer un nombre incalculable de trucs pendant son enfance dans le New Jersey et l'Arizona. Et on va suivre en fait un petit peu ce Steven Spielberg fantasmé dans sa vie de famille, sa vie de lycéen, sa vie de jeune juif dans l'Amérique des années 50, jusqu'à ce qu'il arrive à Hollywood. Donc un film émouvant, un film touchant, un film très personnel pour le réalisateur de Jurassic Park, et un film dont on a très très envie de vous parler. Voilà, un film qui a aussi un peu divisé, mais ça on va revenir dessus. Est-ce que Nicolas, tu veux donner un petit mot déjà sur Spielberg en général, sur le film dans sa filmo par rapport à ce qu'il a fait avant, ce film très perso par rapport à ce qu'il a pu faire aussi, et sur voilà la carrière en général du bonhomme? Alors Steven Spielberg, c'est un cinéaste, c'est pas un film. Enfin quoique, avec ce film, il a un peu fusionné les deux aspects de sa personnalité, qui a commencé avec un très très beau film qu'on a peut-être tous vu autour de cette table qui s'appelle Duel, un téléfilm pour le coup, qui a tout de suite émerveillé tout le monde. Mais c'est alors un réalisateur qui est un peu divisé dans la communauté cinéphile parce que c'est ce genre de réalisateur un peu populaire que l'on peut considérer peut-être à tort, pas forcément comme un grand metteur en scène, comme un espèce de faiseur de complexité cinématographique. Et je trouve cela un peu dommage qu'on le rabâche souvent sous la bâche des blockbusters, ce qui est un peu à tort sur Steven Spielberg, qui est littéralement un faiseur de rêves. Alors quoi dire pour The Fabelmans ? Parce que The Fabelmans a été une surprise pour pas mal de personnes, et pour d'autres qui ont peut-être été tournés depuis très longtemps vers Spielberg, qui ont peut-être analysé son cinéma, qui ont peut-être lu sa biographie, ont pu voir que The Fabelmans, depuis peut-être quelques décennies que Spielberg fait des films, a été disséminé par quelques endroits dans des bouts de films dans l'histoire de Spielberg. C'est-à-dire que la famille de Spielberg, cette espèce de... Alors, pour pas trop vous spoiler le film, parce qu'il me semble qu'on va faire une section spoiler, cette espèce de difficulté enfantine et en même temps de magie que lui ont offert ses parents, c'est reflété dans chacun de ses films, à la fois dans les univers magiques qu'il crée. On peut penser à Jurassic Park, on peut penser à la Guerre des Mondes, mais on peut aussi penser à ces formes archétypales qui reviennent au fur et à mesure de son cinéma, notamment je pense à E.T., de soit la famille divisée, soit souvent le personnage de l'enfant qui a une place hyper importante. Je pense que Nathan pourra nous dire un mot sur ça, qui donc qui a eu une place majeure en fait dans le cinéma de Spielberg. The Fabelmans existe à travers tous ces films comme une marque de ce qu'il a été. Ce qui était très important, parce que je pense que ça fait de Spielberg un auteur très puissant. Donc au-delà de créer des images, en fait, il vit avec ces images qui les hantent, des images qu'il répète au fur et à mesure de ses films. Et même si Spielberg n'a cessé de faire des films personnels, il concrétise par là un film non pas forcément personnel, mais complètement biographique, qui vient synthétiser, qui vient expliquer d'où viennent en fait toutes les images que nous avons cessé de voir depuis des décennies, et qui a complètement marqué en fait le monde du cinéma, que ce soit des images tragiques, que ce soit des images complètement fantasmagoriques en 3D réelles avec un manteau rouge. Et du coup, je pense que ça en fait à la fois une très belle œuvre de cinéma, mais aussi une très belle œuvre de synthèse. Ouais. Mathéo, est-ce que tu veux commencer à donner ton opinion sur le film peut-être ? J'ai un avis partagé sur ce film, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est très bon. Moi, Spielberg, c'est un réalisateur que j'aime bien sur beaucoup de films. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, c'est que je trouve que oui, il y a une certaine partie des cinéphiles qui pourrait dire que vu que c'est un réalisateur populaire, il est moins intéressant, mais moi je le pense pas. Je pense que notamment le premier Jurassic Park est très intéressant, E.T. est vraiment très bon, il a vraiment une construction en tant que réalisateur, en tant que faiseur de films qui est très intéressante, et il a fait beaucoup de films qui sont pour moi des très grands films, mais j'ai un petit souci avec The Fabelmans. En fait, c'est un film qui est très bon. Pour moi, il a vraiment des qualités cinématographiques qui sont incontestables. C'est un film qui parle à travers l'image, qui crée de la poésie avec ce qu'il filme, mais il lui manque un peu quelque chose. Déjà, moi, j'ai un gros souci en général avec les films qui parlent de l'amour du cinéma de leur réalisateur.
il faut vraiment y aller très très fort pour me faire vraiment accrocher à un film qui parle d'Hollywood ou du cinéma. Il y en a pas mal, là. Babylone, récemment, t'as mais adoré. Justement, passer après Babylone, c'est très très difficile parce que justement, je trouve que Babylone a réussi quelque chose qui est très difficile pour m'accrocher en général, c'est de créer une espèce de supplément d'âme dans un film qui parle de cinéma pour en faire quelque chose. Je trouve que ici Spielberg, il signe une réalisation autobiographique qui perd un peu du coup de la saveur qu'il a. C'est-à-dire que je trouve que Spielberg, s'il avait disséminé justement toutes les disséminations qu'il a faites de son autobiographie dans sa filmo, toutes ces thématiques qui l'ont marqué, je trouve que c'était pas forcément nécessaire de faire un film extrêmement personnel où il parle de lui en fait. Après, j'ai pas mal d'autres choses à dire sur notamment sa manière de faire, sa manière de montrer à travers l'image. Mais je le garde un peu pour les réponses après. Je pense que je vais pouvoir avoir des réponses à dire. J'allais dire, j'avais une réaction par rapport à ça, mais je pense que j'en parlerai après. C'est simplement que je pense pas que ce soit un film sur lui, mais surtout sur son esprit de cinéaste, de comment est-ce que le cinéma en fait et l'image cinématographique, c'est-à-dire le pouvoir du cinéma a façonné toute sa vie en fait. Oui, non, mais dans ce cas, il aurait pu le dire autrement que de faire un film autobiographique. Je suis pas d'accord. On va en discuter. Bleu, est-ce que tu veux nous faire part de ton opinion un petit peu sur le film? Je pense que je suis un petit peu de l'avis de Mathéo, dans le sens où quand j'ai vu que The Fabelmans sortait, je me suis dit Spielberg revient como Jesus. Et finalement, j'étais un petit peu déçue. C'est-à-dire que je considère que c'est quand même un très bon film, mais il n'a pas les qualités que j'attendais d'un film de Spielberg. Je vois Nicolas qui me regarde avec des yeux effarés, l'air de dire. Je suis en train de regarder un bouton de thé. Oui, c'est ça, oui. Mais je suis plutôt de l'avis de Mathéo, oui. Je considère qu'il a voulu croiser deux sujets en parlant de manière assez équivalente, c'est-à-dire sa vision du cinéma et puis comment le médium cinématographique permet aussi de s'emparer du réel et de sa condition d'être humain, si je peux dire ça sans être super grandiloquente. Mais que finalement il parvient pas vraiment à faire le tour de tous les sujets qu'il a envie d'aborder et que l'un sert l'autre mais l'autre ne sert pas forcément le premier. Je sais pas si c'est super clair ce que je dis. Qu'est-ce que tu entends par film de Spielberg? Généralement je trouve pas du Spielberg là-dedans en fait. C'est-à-dire quoi? C'est du grandiose, c'est du cinéma plus pop. Spielberg a façonné mon enfance, je pense, et celle de beaucoup de gens autour de la table. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de dinosaures et d'aliens dans le film. Ça, je te le conseille. Alors, je crois pas, quoique. Non, il n'y a pas de Telle dinosaures. est la question. Non. Non, mais qui te dit que... Hein non, vas-y, Gaston, vas-y, dis-nous tout. Alors pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas Steven Spielberg avant de me rendre compte que j'aimais énormément de ses films et que du coup c'était pas très crédible puisque j'adore Minority Report, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux et autres Indiana Jones. Donc je me suis demandé pourquoi j'ai longtemps dit que je n'aimais pas Spielberg. Et la raison pour laquelle j'ai longtemps dit que je n'aimais pas Spielberg, c'est que Spielberg n'a pas de style défini. Spielberg, c'est un réalisateur de la facilité. Quand on voit un Spielberg, on est étonné par la maestria du bonhomme. C'est-à-dire qu'il va réaliser un film, on a l'impression que ça pourrait être un film réalisé par quelqu'un d'autre, mais finalement il va le faire avec une telle aisance qu'on va être époustouflé devant ce film-là. Et c'est pour ça que même un film comme Ready Player One, qui réalisé par n'importe qui d'autre aurait été une sombre merde, est relativement supportable sous la caméra de Spielberg. Parce qu'il est quelqu'un de très subtil. Et The Fabelmans, c'est ça. The Fabelmans, c'est un biopic qui aurait pu être chiant sur pourquoi que j'aime bien le cinéma. C'est vrai qu'on en a eu 4 des films comme ça récemment là. Et gna gna gna, et oui, et ouais, il faut aller au cinéma parce que Hollywood, parce que c'est cool, gna gna gna, oui, voilà. Ouais, t'étais bien content de parler bon, de j'étais bien content de parler. Gaston, le pilier de bar. J'étais bien. Il n'y a plus d'arguments depuis 5 minutes. Et gna gna gna. J'étais bien content de parler de Babylone. Mais enfin, c'est vrai que des lettres d'amour au cinéma, au bout d'un moment, à force de recevoir, ça a bourré les boîtes aux lettres. Hein, voilà, donc voilà. Donc, j'arrive en me disant, bon, bah, Steven, il va nous parler de son enfance et de pourquoi qu'il aime bien le cinéma. J'étais en mode, je demande à voir. Voilà, donc j'arrive. Et là, il nous sort déjà une maestria sur la famille. En fait, Steven, il nous prend un revers.
au lieu de nous faire un truc bien casse-couille sur pourquoi que les films des années 50 c'est bien, même si bon il en fait un petit peu, hein, John Ford, les films de Cécile B2000, tout ça, voilà, on a compris, hein, le cinéma qui sent la naphtaline un petit peu, hein, parce que c'est le genre de cinéma que tout le monde dit ah oui c'est génial mais personne va le voir, hein, voilà, parce qu'on va pas non plus se mentir non plus. Non, t'exagères Gaston, t'exagères. T'as déjà vu des films de John Ford, Victor? Je suis pas un grand fan de western. Voilà, donc Mais moi, je suis une grande fan de western, les gars, bien sûr. bon bah voilà, Bleu très Bleu grand remonte cinéaste, le je niveau, mais voilà. Oui, donc pour parler enfin du film, parce que c'est vrai que ça fait 5 minutes que bon voilà, je dis n'importe quoi, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que justement c'est un film sur la famille qui est très intéressant, qui montre en fait avec beaucoup de subtilité les relations dans une famille dysfonctionnelle, qui nous montre l'amour et à la fois ce qui ne marche pas, notamment avec la relation entre la mère et le père, entre la mère et l'ami de la famille avec des gros guillemets. Et en fait, c'est un film qui refuse tout manichéisme. Et c'est en ça qu'il est très intéressant. Si vous voulez voir un film sur une famille juive aux États-Unis au XXe siècle, allez voir plutôt ça qu'Armageddon Time, puisque The Fabelmans réussit là où Armageddon Time a tout échoué. Je suis tellement pas d'accord. Non, mais on n'est pas d'accord, Oh mais là on a là. déjà Je eu suis cette tellement émission. d'accord, Gaston. Puisqu'il- Gros check. Moi aussi. Puisqu'il nous donne envie de connaître cette famille, là où Armageddon Time nous donnait envie de laisser cette famille au bord de la route. Ouh, Euh, je suis tellement d'accord. C'est un film où personne n'est mis de côté, où il n'y a pas de figure négative, malgré certains personnages qui font des choix personnels qui peuvent affecter les autres, et en même temps on aura toujours une empathie pour eux. C'est parce que Spielberg il aime ses personnages, il aime ses acteurs, et ça se voit. Et donc on a un enchaînement de masterclass sur la famille, et finalement ce film qui devrait parler de cinéma est peut-être le plus touchant quand il parle de famille. Et c'est en ça qu'il est très intéressant, ce film-là. Et c'est aussi un film... Alors évidemment, si vous aimez bien Steven Spielberg, ça va vous faire kiffer, parce que vous allez avoir un peu sa vie romancée, c'est un peu de l'autofiction. Vous voyez, c'est comme quand Annie Ernaux elle raconte sa liste de courses dans les années 70. Bon bah là c'est un peu pareil. Et donc voilà, vrai, c'est donc vous allez kiffer. Et puis des très belles performances, hein. Michelle Williams, moi, qui m'a impressionné, évidemment. Nominé aux Oscars. Nominée aux Oscars, très 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 forte Michelle Williams. Vu que tous mes condisciples vont dire à quel point Paul Dano est un grand acteur, alors que je ne peux pas le supporter, je vais plutôt parler de la performance de Seth Rogen, qui est très très bon justement dans un rôle pas du tout manichéen, dans un rôle très complexe. Donc évidemment celui de l'ami de la famille, encore une fois avec des gros guillemets, hein, pas de spoil mais vous le découvrirez dans le film, un personnage à la fois négatif et positif, et vous allez vraiment kiffer sa performance. Donc vraiment un film avec des performances d'acteurs au cordeau, qui est bien filmé, qui va vous raconter la vie d'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle. Foncez. Alors, je suis d'accord, oui et non, mais ça je vais revenir après. Mathéo, tu veux rebondir, vas-y, dis-nous. Il y a un point sur lequel je voulais rebondir. T'as parlé justement du fait que c'est un film principalement de famille, et que du coup, même si il parle peu de cinéma, enfin en tout cas, même s'il parle de cinéma, ça devient un sujet presque secondaire. Et je trouve que ça, c'est très très intéressant, parce que moi, je me suis fait une réflexion après avoir vu le film, c'est que en fait, il pourrait parler d'un autre art, que ce serait pas si gênant que ça en fait, parce que au-delà de parler au-delà de parler de cinéma, il parle surtout de la réception que les autres ont de cet art. Parce que franchement, moi, les séquences les plus bluffantes que j'ai vues, c'est lorsque les membres de la famille, les autres personnes vont à voir la maestria qui est faite par ce jeune Spielberg. Du coup, vu que on répète depuis tout à l'heure que c'est un peu un biopic caché, enfin, toutes ces séquences où il y a la réception de son art qui va aider les gens, leur faire ressentir des choses. En fait, ça aurait pu être un autre art, que ce serait pas si gênant que ça pour la construction scénaristique, pour l'implication des personnages. Enfin, il aurait été peintre ou musicien, les personnages, ça aurait pas été si gênant. Parce que je trouve que c'est pas forcément le meilleur sujet que de parler de cinéma quand on est réalisateur, notamment de manière si frontale en fait. Ouais. Ok. Mais non, mais attends, mais on n'a pas le droit de spoiler. Non, pas. On fera après. On fera après. Non, mais le cinéma a un gros rôle. C'est littéralement la capture du réel. Aucun autre art n'aurait pu faire ça. S'il avait composé un symphonie sur le mec de la plage, je suis pas sûr qu'il serait vénère en fait. Oui, non, mais d'accord. À deux Oui, reprises, mais non, mais ça, moi, c'est un élément que je trouve très intéressant. Je suis d'accord. Mais en fait, prise. oui, d'accord. Mais je trouve que dans toute cette construction familiale d'évolution des personnages, je trouve que le cinéma n'est pas tant mis en valeur que sa perception.
Moi, je trouve que Mais non. là où le film est très très bon, c'est comment les personnages vont percevoir cet art. Et c'est pour ça que je trouve le film intéressant. Après, à 2 reprises, le médium filmique a quand même un rôle clé dans l'action. Donc on va pas forcément en parler parce qu'effectivement c'est un peu du spoil, mais à 2 reprises, le médium filmique révèle quelque chose, 2 choses différentes d'ailleurs, une chose plus cachée et puis quelque chose de plus profond. En fait, une sorte d'âme, une sorte d'aura qui est révélée à travers le médium cinématographique. C'est-à-dire à la fois un charisme et à la fois quelque chose de plus caché. Donc le médium filmique a vraiment un rôle très très important, y compris donc dans la diégèse, puisqu'en fait on voit des images filmées prétendument par le jeune Sammy Fabelman, qui ont un rôle très très important dans le film. Et donc pour moi, le cinéma a quand même un rôle important. Là où moi je faisais un distinguo en disant que c'était un film aussi sur la famille, c'est qu'effectivement c'est aussi un film sur la famille. C'est pas un film où effectivement il va parler de ses références pendant 2 heures et ne parler que de ça. Il va parler de sa construction d'être humain, où le cinéma occupe une grande place, mais où d'autres choses occupent évidemment une place tout aussi importante, ou moins, mais en tout cas une place importante dans sa construction de jeune homme, puisqu'on le suit jusqu'à à peu près le début de l'âge adulte. Bon, on va continuer sur cette question-là. Movie, hein. Ouais, non, mais on va en parler de cet aspect familial et de l'aspect cinématographique, les biographiques et références au cinéma. Mais Nathan, parle un petit peu, donne-nous ton opinion quand même, parce que t'as pas encore parlé, dis-nous tout. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve pas que c'est un film sur le cinéma. Je trouve que c'est un film sur Sammy Fabelman et donc sur Steven Spielberg. Et je te rejoins vraiment, Gaston, pour dire que c'est un film qui parle très très bien de la famille, parce que tous les personnages qui trônent autour de Sammy Fabelman sont d'une justesse d'écriture folle. Ils sont tous absolument pas manichéens, comme tu le dis. Et ils ont tous leur petit moment de gloire, même pour ces petites sœurs qu'on voit très peu à l'écran, et je trouve ça sublime. Et en fait, je trouve que le côté cinéma vient parce que c'est la passion du gamin depuis qu'il est petit, et que ça a été sa manière en fait de vaincre ses terreurs nocturnes et ses angoisses, et qu'en fait à partir de ce qu'il terrorisait, il en a sorti du beau. Sur quand toi, tous les premiers films qu'il faisait, c'était des films qui traitaient quand même de beaucoup de violence. Il y a la guerre, il y a le Far West avec Boo, les cow-boys qui tirent sur les Indiens, et c'est que ça en fait, c'est que plein de violence, et c'est ce qui va capturer, et puis le fait avec le moyen du bord, donc il y a un côté extrêmement magique. Mais je trouve que justement on n'est pas du tout sur Babylone où on nous montre le grandiose Hollywood. Là on nous montre juste un gosse de 16 ans qui fait des films avec une caméra qu'il a louée sur ses week-ends avec son papa qui fait du vent pour gicler de la poussière sur une diligence. Et c'est ça que je trouve magnifique. D'autant plus que le film a cette force de pouvoir illustrer dans n'importe quel bon livre de scénario comment faire pour écrire un bon scénario. C'est-à-dire des personnages super bien écrits, des arcs narratifs, peu importe les personnages qui fonctionnent. Non, t'es pas d'accord avec moi? On va en discuter plus aussi. Ouais, toi, je suis pas d'accord non plus. Ce que tu disais par rapport à la caractérisation des personnages, pour le coup, j'étais pas tout à fait d'accord, et je pense que c'est un rapport avec la subjectivité qui est inhérente au film, étant donné que c'est un biopic caché ou un film autobiographique, ou une autofiction ou machin, etc. Je sais pas quel terme vous voulez apposer là-dessus, mais je pense que comme il s'est basé sur sa vie, sur des faits réels, il a quand même voulu construire des personnages qui ressemblaient à ses sœurs, des personnages qui ressemblaient à ses parents, des personnages qui ressemblaient à son entourage, et ça donne malheureusement, à travers son regard d'enfant, aussi des caractérisations assez clichés. Je me souviens plus de son prénom, mais je pense à sa petite amie, je pense au super beau gosse du lycée. Le super beau gosse du lycée est tellement loin d'être un cliché, justement. Ah ouais. Je trouve que c'est le personnage qui a le meilleur traitement de tout le film, parce que la séquence dont vous parliez rapidement tout à l'heure, où il s'énerve après avoir vu le film que Sammy Fabelman a montré, je trouve ça sublime. Et à quel moment c'est le cliché du beau gosse du lycée américain qui bully les autres, mais qui justement pleure parce que finalement il a une faille intérieure. Enfin bon, mais on va pas s'étaler là-dessus. Et puis d'un autre côté, le cliché en fait il est super utile, parce que si le cliché est là, c'est que c'est la vérité. Et je trouve qu'il arrive hyper bien à reprendre des figures. Après bien sûr que ça peut paraître un peu cliché, parce qu'en fait c'est sa vie. Bien sûr que quand il parle de ses parents, genre de sa mère qui est un peu l'artiste tourmenté, qui a pas réussi à faire carrière et qui a préféré sa famille, en fait c'est un peu cliché dans l'archétype, mais je trouve que dans la manière dont l'archétype va être développé dans le film, là on sort du traitement clichéique. Bon, je vais passer à autre chose. Ce que je disais aussi, notamment par rapport à la subjectivité, c'est que du coup
on a quand même un Spielberg qui veut monter un film avec ses yeux d'enfant, qu'on le veuille ou non, avec ses expériences d'enfant, parce que les souvenirs qu'il a, c'est des souvenirs d'adolescence et des souvenirs de pré-ado. Et du coup, c'est vrai que cette subjectivité, elle a donné lieu à des scènes qui, moi, parfois m'ont paru un petit peu lentes ou longues, voire à des scènes un petit peu trop appuyées. J'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a un retournement de situation. On le fera après. On le fera après. Et je reviendrai dessus, mais on a des retournements de situation ou alors des choses qui sont censées être implicites et puis qui ont un rôle clé pour la suite de l'histoire, qui nous sont montrées 2-3 fois au fur et à mesure du film, qui font des retours, des répétitions. Et je trouve que il a vraiment envie de nous faire passer un message qui est encore plus important parce que ça vient de son être et de son vécu. Mais du coup, on perd un petit peu tout cet aspect-là sensible et implicite, quoi. Bon alors vous avez chacun donné son opinion, j'ai distribué un peu la parole mais j'ai quand même donné mon avis sur le film. Je vous rejoins sur certains points, je vous rejoins moins sur d'autres. Gaston, je suis d'accord sur l'aspect familial. Par contre je pense pas que ce soit un film qui soit davantage sur la famille que sur le cinéma. Je crois que c'est Nathan qui en parlait. Je pense que c'est effectivement un film vraiment qui a pour but de rendre hommage au cinéma tout en rendant hommage aussi au fait de devenir cinéaste et de vouloir devenir cinéaste à partir de rien. Sauf que cette partie-là, je trouve qu'elle est pas forcément réussie. Le début du film, pendant 20 minutes, on a en fait le petit Spielberg qui essaie qui découvre le cinéma en allant voir son premier film avec ses parents, qui va prendre sa première caméra, il va filmer un petit train qui déraille. Et en fait, tout ça, je trouve ça assez niais, en fait. Je trouve ça un peu trop facile. Et Bleu acquiesce. Voilà, moi, je me disais... Non, quand même, là, c'est trop facile. Et du coup, ça m'a pas touché, alors que je m'attendais vraiment à être très ému par le film. En fait, le film m'a vraiment fait rire. Notamment au milieu, il y a une scène hilarante, je trouve, avec un personnage qui est très croyant et qui fait des métaphores sexuelles avec Jésus par rapport à la croyance et Jésus qui entre dans le corps. Enfin, c'était très très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai plus ri en fait que pleuré, mais je vais pas pleurer du tout en fait devant le film. Et j'ai pas été tant ému en tant qu'aspirant cinéaste. J'ai pas forcément été ému par cet aspect-là. Par contre, effectivement, l'aspect familial, je le reconnais, c'est vraiment très bon. Je trouve que la caractérisation des persos, elle est vraiment bien. Je trouve que le rapport entre le père, la mère, l'ami, c'est très intéressant. Il y a un triangle qui se crée et voilà le petit enfant au milieu qui grandit, qui doit supporter le secret, qui doit supporter les tensions, les aléas de vie familiale et de vie sentimentale des parents. C'est très intéressant. Donc il y a beaucoup de points positifs, mais quand je vois des notes, des critiques qui sont mais vertigineuse. On a du 4,9 de notation sur 5 sur Allociné. Je me dis, mais on n'est pas sur du chef-d'œuvre non plus, quoi. C'est un bon film. C'est que t'as pas compris le film. Non, mais après, c'est franchement. Mais moi, je suis profondément en désaccord avec toi et on en reviendra dans la partie spoiler parce que c'est des scènes clés dont il faut aborder. Ouais. Parce que vous comparez tout le temps le film à Babylone. On va comparer le film à Babylone. Bien sûr. C'est pas que c'est mieux que Babylone. C'est que c'est très intéressant de comparer deux cinéastes qui évoquent leur amour du cinéma. J'ai pas encore donné mon avis sur le film et je le donnerai pendant la partie spoiler parce que il faut pouvoir spoiler pour pouvoir montrer l'implication qu'a le cinéma sur la vie de Spielberg. Mais pour moi, c'est un film on peut le comparer à Babylone, mais c'est pas en moins bien en fait. Pour moi, c'est le yin et yang. J'ai pas parlé de Babylone. Mais je disais ça parce qu'autour de la table, on a beaucoup comparé le film à Babylone tout à l'heure. Je pense qu'il se rapproche beaucoup plus de Armageddon Time. Non, il se rapproche plus d'Armageddon Time que Babylone. Je suis pas forcément d'accord, mais après voilà. Je te laisse finir ton avis. C'était juste Babylon Time. Non, mais justement, je voulais en fait aussi le comparer à un autre film. Alors c'est très différent, mais c'est Licorice Pizza parce qu'en fait, il y a cet aspect assez aussi biographique, même si c'est pas la vie de Paul Thomas Anderson, c'est inspiré de l'époque ou en tout cas d'un ressenti de la Californie de son époque. Et les deux films, à mon sens, peuvent se faire écho dans la manière dont ils traitent le sujet, de ce côté un petit peu bonbon, de ce côté un peu sympa, un peu teenage, des problèmes de classe, d'amour, tout ça, c'est intéressant. Mais je pense justement que The Fabelman, c'est un moins bon film. Qu'on s'en parle, Victor. Qu'on s'en parle. Non, je pense que c'est un moins bon film que Licorice Pizza et qu'en fait le film n'arrive pas à s'élever en fait à une portée vraiment supérieure qui pourrait le placer comme un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Donc après, je ne connais pas très bien Spielberg, je vais pas pouvoir dire si c'est comme tout le monde le dit le meilleur Spielberg, je sais pas. Mais qui a osé? Le dernier plan du film, vous a pas touché. Vous ne pas que c'est un des meilleurs derniers plans de l'histoire du cinéma. On va en parler, Nicolas. On va en parler.
On va en parler, mais je trouve pas effectivement que ça m'a tant touché. Personnellement, Mais, je trouve que c'est la moins bonne partie du film. Ouais, non. Moi, je pense que le début, en fait, Elle est clairement superflue la dernière partie. je trouve du que le film. début et la fin sont un peu ratés, alors que le milieu est très bon. Je trouve que c'est plutôt cette impression-là. Là, Mathéo acquiesce. Voilà, la partie familiale, je trouve qu'elle est bonne, alors que la partie en fait qui est plus du coup cinéma de la fin et du début, c'est pas forcément le meilleur. Mais on va en discuter dans la partie spoil dans quelques minutes. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Mathéo, vas-y. Je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas sur Babylone et la comparaison qu'on en a fait. En fait, moi, je pense que sans classer en un film moins bon ou meilleur, même si personnellement j'ai préféré Babylone, je trouve que déjà j'ai été un peu un peu acidulé sur ma première partie quand j'ai parlé du film. Je pense que c'est une maestria. C'est vraiment un très bon film qui m'a beaucoup moins touché que Babylone. Mais ça, c'est un point de vue subjectif. C'est complètement subjectif, mais je pense que pour moi, c'est un excellent film. The Fabelmans est un film qui est vraiment très bon sur énormément de points, que ce soit visuellement, cinématographiquement, comment est-ce qu'il parle avec l'image. C'est un peu ce dont j'ai voulu parler tout à l'heure, mais il a une capacité à parler à travers sans aucun mot qui est vraiment très impressionnante. Mais pour moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un anti-Babylone dans sa manière de traiter à la fois le rapport au cinéma ou même de parler du cinéma. C'est un anti-Babylone, c'est-à-dire que déjà il est beaucoup plus lent, il parle d'un milieu beaucoup plus resserré, il parle d'un jeune qui fait du cinéma à son échelle et qui est pas du tout dans le milieu du cinéma, alors que Babylone parle du plus profond, du plus pur cinéma hollywoodien qui existe, et je trouve que c'est un anti, même dans sa vitesse, dans sa manière de monter, dans sa manière de montrer les images. C'est vraiment un anti-Babylone, et on peut pas les opposer. On peut les comparer parce qu'ils parlent quand même de thèmes qui sont relativement similaires en parlant du cinéma. Mais c'est deux films qui sont très importants, et The Fabelmans a sa part à jouer là dans l'histoire du cinéma actuel. Je pense que c'est un bon film de 2023, mais je trouve qu'il lui manque une espèce de supplément d'âme pour en faire un film qui est vraiment extrêmement marquant. Non mais surtout, en fait, on parle. Si, pour moi, t'as totalement raison. The Fabelmans est l'anti-Babylone, mais en bien. En fait, c'est dans le sens où j'ai adoré Babylone. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On va tous s'entendre là-dessus. Babylone montre justement le résultat. Sauf Nathan qui sourit. Non, mais le résultat en fait de ce que Hollywood, de ce que le cinéma a produit dans une société en fait. Le résultat sur des personnages, le résultat sur un modèle de personne, sur une bourgeoisie hollywoodienne. Voilà. Tu comblais bien ce que je voulais dire. The Fablesman, c'est une histoire intime sur un enfant qui, grâce à une caméra, arrive à agir sur sa vie. Et ça, non mais ça c'est le point de départ, c'est l'amour du cinéma de Damien Chazelle et de Steven Spielberg. Mais là où je suis en désaccord un peu avec tout ce que vous avez dit, c'est que la famille et le cinéma interagissent en permanence. C'est-à-dire que tous les points de pivot du film, à chaque fois que le film change de direction, c'est parce que Spielberg a foutu sa caméra quelque part. Je suis pas complètement en opposition avec toi, parce que je t'ai dit, je trouve que ce qui est très bien dans le film, c'est la réception que font les personnages de son art. En 2 temps. Bah oui, mais non, mais du coup c'est vraiment bon. Je trouve que l'élément qui est vraiment bon dans ce Fabelmans, c'est la manière dont l'univers va réagir à son art. J'aimerais juste entendre sur ce qu'avait dit Mathéo tout à l'heure par rapport au fait que le film s'inscrivait dans une lignée de films assez autobiographiques et assez méta sur le cinéma. Aujourd'hui, pourquoi ? Enfin, comment vous pouvez le placer là-dedans ? Est-ce que vous trouvez ça ? Je crois que c'est Gaston qui disait qu'il avait marre de voir des films qui parlent de cinéma. Justement, ouais, The Fabelmans là-dedans, ça s'inscrit dans cette lignée. Tout le monde réagit, tout le monde lève la main. Bon, je vous laisse parler. Alors, Nicolas, vas-y. Bah, littéralement, Babylone est une forme, j'allais dire, d'hymne de la mort d'Hollywood, qui dit attention les gars, ça va nous arriver dans la gueule aussi très rapidement en fait. Il montre une période presque de nécrologie, qui dit bah on va revivre la même parce que le cinéma est en train de mourir. Tu vois ça comme ça toi ? Oui, je vois comme ça Babylone. Et Spielberg, lui, qui est beaucoup plus un optimiste en fait, essaie de montrer en fait ses amours d'enfance. Alors nous, dans l'avant-première, on a eu une petite visio de Spielberg qui disait qu'il adorait que les Français aillent en salle voir ses films. Et que le cinéma c'était le plus beau des médiums pour voir en fait des films. Et je trouve que dans une période où les plateformes de streaming sont en essor, il y a une forme d'émour et d'émulation de la salle de cinéma, qu'on soit d'accord ou non. Et en plus, oui, c'est vrai que c'est la mode en fait, une espèce de nostalgie du cinéma du passé que tous les réalisateurs vont venir rappeler.
Parce qu'il faut le dire aussi, le film a été un échec énorme aux États-Unis. Oui, comme Babylone. Comme Babylone, voilà. Mais c'est pas forcément étonnant. Et en France, il n'y a pas une si grosse com non plus dessus, contrairement à Babylone, justement. Mais vas-y, Mathéo, tu voulais rebondir. Je trouve que ça fait longtemps que les films qui parlent de cinéma ou les films qui parlent d'Hollywood sont quand même relativement... Enfin, ils sont attendus. C'est relativement attendu en général quand on voit un réalisateur qui va parler d'un film. Je trouve ça attendu. Et je trouve que c'est même dommage parce que je trouve que c'est la faiblesse de Fabelmans. C'est sa faiblesse, c'est de parler que ce soit que Spielberg parle de lui-même. Je trouve que c'est presque un genre à part entière, les films qui parlent de cinéma. Et c'est pour ça que je dis que The Fabelmans il lui manque un supplément d'âme. Ouais. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui manque un peu pour en faire un film qui sort du lot de tous ces films qui parlent de cinéma. Nathan ? Quand je vous écoute tous parler, il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans toutes vos interventions, c'est qu'en fait, enfin sauf Nicolas et Gaston, c'est que j'ai l'impression que vous en voulez au film, surtout Mathéo, en fait vous en voulez presque à Spielberg d'être Steven Spielberg. Ok, dans tout ce que t'as dit Mathéo, je peux l'entendre, mais en fait Spielberg pour moi, en fait vous attendiez un film sur l'amour du cinéma, mais en fait Spielberg il voulait juste faire un film sur lui pour en fait faire un hommage à ses parents, et il le disait en interview, j'avais lu ça dans les cahiers du cinéma, où en fait Spielberg à la base il voulait juste profiter en fait que ses parents étaient morts tous les deux pour montrer en fait à quel point eux lui avaient permis d'être qui il était aujourd'hui. Donc en fait il voulait juste se faire son petit film à lui pour se sentir mal vis-à-vis de ça. Et en fait vous critiquez, enfin surtout là par exemple sur ce que tu disais tout à l'heure Matt, tu critiquais Spielberg en fait de dire bah c'est trop attendu. Bah ouais, j'ai lu la biographie de Spielberg et j'ai eu l'impression de la voir à l'image, parce qu'en fait c'était le parti pris du film. Donc je trouve ça un peu compliqué d'attaquer une biographie sur le fait que c'est biographique. Ça tombe bien que tu dis ça, Nathan. Je te vois très énervé, donc on va tenter de rétablir un cadre un petit peu feng shui. Je vais te ramener un bonsaï et on va faire des châteaux de sable. C'est quoi le rapport avec The Fabelmans là-haut en faisant brûler de l'encens. Mais ça tombe bien parce que justement, j'avais vu depuis tout à l'heure que j'avais pas assez parlé des arguments positifs du film, dans le sens où vous avez tous été, en moyenne, assez contents de ce film-là, donc je voulais mettre un petit peu d'eau dans mon vin en donnant aussi des aspects négatifs. Après, je dois dire que j'ai été totalement subjuguée par la performance de Michelle Williams, qui pour moi a incarné une mère avec 1 milliard de facettes, qui est face à un choix qui est très difficile à prendre et qui est exposé dans sa complexité de manière absolument sublime dans le film, entre ces enfants qui se disent ah mais elle est super égoïste, non c'est normal qu'elle pense à elle, et même elle qui se dit je suis super égoïste, et à d'autres moments mais en fait j'ai pas le choix parce que c'est une question de survie, parce que je peux pas vivre sans cet amour là, sans spoiler un petit peu, mais non. Bah on attaque, on y va. Donc si vous avez pas vu le film encore, arrêtez-vous là et reprenez l'émission quand vous aurez vu The Fabelmans, ou alors si vous aimez de spoiler, on y va, on attaque. Bleu, vas-y. Est-ce qu'on fait un petit jingle spoil? Ta-da-ta-ta. Ça y est, spoil. Vas-y. Ok, let's go. De quoi je parlais? Tu parlais du fait que Michelle Williams trompait son mari avec l'ami, entre guillemets. Avec Seth Rogen. Yeah. Michelle Williams, oui, oh là là, il est tard. Michelle Williams trompe son mari, bah dis donc... grosse actu people. C'est compliqué. Donc non, ce que je disais, c'est qu'elle a un portrait qui est vraiment très nuancé et qui fait plaisir à voir, parce que, alors certes, on va dire, c'est un problème de bourgeois blanc, certes, mais c'est ce qui a bouleversé la vie de Spielberg, et qui a aussi bouleversé sa vision du cinéma, et c'est hyper important de le rappeler. Et voilà, le portrait qu'il fait de sa mère est un portrait plein de sincérité et de sensibilité. Et c'est un problème qui est assez récurrent quand même dans les couples actuels qui sont ensemble depuis plusieurs années. Et je trouve que le traitement est super intéressant pour le coup. Ouais. Nico, tu voulais donner ton opinion une fois qu'on pourrait spoiler, donc vas-y, spoil. Bien, bon, on va y aller maintenant. Hein. Donc, Babylone et The Fabelmans, c'est pas pareil? Ok. Bon, j'arrête, c'est plus rapide. The Fabelmans. The Fabelmans, l'homme fable. T'as toujours dit The Fabelmans. Hein. The Fabelmans. Il a rajouté un Les S quelque part. Voilà. Vas-y, Nicolas. Je suis un grand genre de fable, du coup. Ok, du coup, alors, Babylone. Ah non, The Fabelmans. Allez. Les Fablemans. Ok, donc, oui, je voulais attendre la partie spoil pour pouvoir raccrocher les deux wagons que vous évoquiez depuis le début, c'est-à-dire celui de la famille et celui du cinéma. Pour moi, ce qui fait que The Fabelmans est un chef-d'œuvre et mérite ses 4,9,5 d'étoiles sur Allociné, comme dirait Victor Bobby,
C'est que justement le film ne cesse de communiquer entre la vie réelle, la vie intime de ce jeune Samy et le pouvoir, la magie du cinéma. Alors sans parler du fait que on comprenne du coup grâce à ce film la synthèse qui est devenue la figure de Spielberg, c'est-à-dire la synthèse de l'artisan que Gaston a bien peint tout à l'heure, c'est-à-dire un homme qui est capable de tout faire, de tout rendre sublime, et en même temps la synthèse de l'artiste, c'est-à-dire à la fois son père ingénieur et sa mère pianiste. C'est donc on comprend cette vie de Spielberg, et surtout Bleu a parlé tout à l'heure de ce côté enfantin du film, peut-être en négatif. Non, Spielberg est un rêveur. Spielberg est un faiseur de magie et de rêves en permanence. Il a toujours l'esprit de cet enfant en lui en permanence, et c'est ce qui est absolument sublime. Et l'esprit de cet enfant, c'est quoi ? C'est un enfant qui arrive à régler les problèmes de sa vie, c'est-à-dire à interagir avec le réel, avec une caméra, en filmant sa caméra, et comme t'as dit Mathéo, en montrant l'interaction en fait de ce que quand les gens voient le film, c'est-à-dire qu'ils sont émerveillés, qu'ils pleurent. On pense à la séance quand il montre ce premier film western. Il a effectivement tourné un film quand il avait 12 ans, un film de guerre western. On pense à la manière dont il dirige son acteur, qu'il n'arrive pas à bien jouer, cette scène sublime où il lui raconte l'intériorité de son personnage et l'acteur en vient à pleurer alors qu'il n'est pas acteur. Mais je trouve ça tellement magnifique, c'est-à-dire que chaque séquence du film, chaque pivot dramatique en vient à être bouleversé par l'action du cinéma. Il y a en permanence un vase communicant entre la famille, le réel et le cinéma. C'est pas des choses qui sont séparées, c'est toutes des choses qui sont bien faites. Et on peut même penser d'ailleurs à toutes ces scènes dans le lycée et l'université. Oui, ça a des airs de teen movie. Oui, c'est des archétypes de teen movie. Parce que la vie de Steven Spielberg est façonnée par le cinéma. Et quand il la regarde, il se dit, mais putain, j'ai vécu une vie de cinéma. Tout est fait de cinéma, d'images cinématographiques. On peut penser aux scènes où à tout début, où il prend entre ses mains pour la première fois une projection de son propre film de cinéma. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est symbolique, qu'est-ce que c'est sublime. On peut penser à quand il projette les images à Michelle Williams de sa tromperie, de son erreur. C'est tellement magnifique. Je veux dire, à quel moment on ne parle pas de l'action du cinéma et du pouvoir du cinéma à ce moment-là. Quand il projette à cet archétype footballeur les images de sa propre de sa propre création envers son auto-image, son auto-fiction qui s'est forgée de cette espèce de dieu en fait qui apparaît auprès des autres. Mais c'est absolument incroyable. Comment est-ce qu'on ne peut pas par la narration et par l'image créer une espèce d'œuvre synthétique, une synthèse comme je disais avant, exactement comme Babylone, sauf que Babylone c'est pas du tout la même chose. C'est une œuvre dramatique, là c'est une œuvre qui est plutôt optimiste, qui est plutôt fabuleuse en fait, littéralement comme son nom, sur le cinéma, son pouvoir synthétique, son pouvoir d'action sur les choses. Alors Nicolas a généré une flopée de mains levées. Vas-y Bleu, commence. Une embrouille à la villa, comme on dit. Alors, mais pour le coup, j'étais plutôt d'accord avec toi, et c'est pas moi qui ai dit qu'il avait un regard enfantin. J'ai juste dit qu'il avait ses lunettes d'enfant, c'est-à-dire qu'il voit le monde selon ses yeux d'enfant, ce qui peut produire des archétypes. Ça donc veut pas dire un regard enfantin. Non, c'est pas un regard enfantin. C'est un regard vis-à-vis de sa position d'enfant. Mais par contre, son regard de réalisateur est lui un regard d'adulte. C'est juste son histoire et celle qu'a vécu un enfant. Mais ce que tu disais tout à l'heure, dans le fait que son vécu soit profondément cinématographique et lié au cinéma, et qui produisent nécessairement des personnages archétypaux, justement, c'est exactement le contraire. Pour moi, le cinéma a ce rôle-là de déconstruire les clichés, déconstruire les stéréotypes de genre, de classe, etc. qu'on a dans la société pour donner, je sais pas moi, pour donner un exemple de surhomme nietzschéen, en fait. C'est aussi le pouvoir du cinéma que de créer à travers la fiction un homme qui soit supérieur à ce qu'on peut voir dans la réalité et à créer des portraits bien plus nuancés, en fait. En réalité, Spielberg, qui est en plus attaché à quand même toute une partie du cinéma hollywoodien, ce qu'on pourrait appeler la fabrique de rêves, est plutôt attaché à des films qui se fondent sur un genre précis, qui donc fondent des archétypes précis, notamment le film de western en fait. Et c'est pour moi, alors il y a quelques films qui peuvent réinventer les genres, qui peuvent exploiter, c'est-à-dire les limites, les détruire, mais la plupart du temps, non, le cinéma fonde des archétypes, et surtout cette fabrique de rêves. Tout le film est fondé avec cette espèce de mentor qui est son oncle, qui va lui dire de jamais rien lâcher, que les artistes sont des maudits. Ça, c'est littéralement l'archétype d'un mentor, et il le sait. Et parce qu'il arrive à transcender ces archétypes en les fondant avec sa propre vie, c'est là qu'il est extrêmement fort pour moi. Gaston. Vous vous attendez à un film de punk de la part d'un mec de 75 ans aussi, c'est quand même assez rigolo. Oui, déconstruire tout et tout ça, pour un mec qui a commencé sa carrière et à 60 balais, et qui est un grand réalisateur mais qui est aussi un vieil homme, c'est un film testament. Ce qu'on est en train de voir, c'est pas le film effectivement du jeune réalisateur qui a 20 ans, qui est fougueux, et puis voilà. Il y a quelque chose de tout à fait différent dans cette approche-là qu'il faut quand même prendre bien en compte. C'est pas une question que c'est un moins bon film qu'un film qu'un mec de 20 ans aurait pu faire. C'est une question que
il y a des choses qu'on peut pas exiger de cette personne-là parce qu'il a eu la vie qu'il a eu, il a eu la carrière qu'il a eu. En dehors de ça, moi je trouve que c'est un film qui est super intéressant et là, vu qu'on peut spoiler, je peux le dire. Parce que les deux moments clés où le cinéma joue un rôle, c'est-à-dire d'abord quand il lui permet de déceler la tromperie donc de sa mère avec l'ami de la famille, donc joué par Seth Rogen, où en fait il voit les images qu'il a prises en vacances au camping, des images qu'il n'avait pas considérées quand il les a prises d'ailleurs comme immédiatement suspectes, et en fait il les re-regarde, et c'est avec à la fois cette position de spectateur et de créateur que il nous montre même l'importance du cadre, parce que le cadre est large, et à chaque fois en fait on voit donc sa mère et Seth Rogen dans les coins du cadre, et donc c'est super intéressant parce qu'il y a ce truc de, déjà Spielberg nous montre l'importance du cadre, il nous dit plus le cadre est large, plus vous verrez de choses, et plus vous verrez de choses cachées, donc il y a cette question de révélation. La deuxième chose, et c'est aussi une révélation, c'est effectivement ce bully dont on a déjà un peu parlé, donc qui est effectivement le bully cliché du lycée américain, où en fait il pète un câble ce gars parce que il a vu un film donc de plage que Spielberg que Sammy Fabelman a réalisé pour son lycée. Et ouais, c'est lapsus très révélateur, mais donc il a vu ce film de plage et il s'est vu en fait un peu comme un dieu du stade, hein, si vous me permettez cette référence un peu borderline au film de Leni Riefenstahl. Non mais j'ai totalement pensé. Non, mais en réalité c'est un film. Je sais pas si ça y fait écho, mais c'est quand même, il y a quand même il y a quand même une ressemblance énorme à filmer ces hommes torse nu. Enfin bref. Mais toujours est-il une esthétique effectivement qui met extrêmement en valeur ce corps athlétique. Cet homme qui est un peu effectivement l'exemple du canon de beauté masculin, et en fait le fait de se voir comme ça, le fait de se voir complètement déifié, ça fait ressortir ses propres fragilités, et là encore le cinéma a un rôle de révélation sur le spectateur. Donc en fait c'est hyper intéressant ce que propose Spielberg là-dedans, parce que c'est pas juste un film sur la famille et sur oui en fait j'étais un enfant et bon il y avait des gens antisémites et puis la première fois que j'ai baisé c'était avec une catho intégriste. Bon il a pas fait que ça en fait dans le film, il y a aussi vraiment ce truc sur le cinéma, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon film. Gaston est devenu Jean-Marie Bigard ce soir. Et j'adore ça. Mathéo, vas-y. En fait je trouve que là il y a une erreur qu'on fait un peu quand on parle du film, c'est qu'on parle beaucoup de Spielberg dans son film. Et aujourd'hui, là, moi, j'ai envie de vraiment parler de l'œuvre en elle-même sans parler du réalisateur, parce que je trouve que quand même, ce qui est important dans une œuvre, en général, que ce soit du cinéma ou autre chose, c'est ce qu'elle dit en elle-même, au-delà de ce qu'a voulu transmettre le réalisateur. Donc, je trouve que c'est une œuvre qui est très intéressante. L'art, c'est quelque chose qui embellit le monde. On le voit à travers le piano, quand son père il écoute sa mère jouer, quand lui il filme, c'est quelque chose qui embellit le monde, c'est quelque chose qui crée des parias mais qui embellit le monde. Et donc je trouve que ce film fait par l'image, par le film, réussit à transmettre des images qui sont extrêmement belles. Alors, tu as dit qu'il embellit le monde. Moi, je dirais plus qu'il révèle le monde. Deux indices de ça. Qui révèle et qui l'embellit. Qui l'embellit, mais quand il révèle justement les indices de cette mère et de cette tromperie, de cette mère et de cet ami qui ont trompé toute la famille, ça l'embellit pas, ça le détruit ce monde en fait, ça détruit ce microcosme. Et je dirais même qu'il l'embellit pas parce que t'as toute cette séquence qui est incroyable avec David Lynch à la fin. Peut-être que vous voulez en parler. Je vais en parler. Tu vas en parler juste simplement quand il demande de décrire les tableaux, parce que donc il y a une séquence où il se retrouve dans le bureau de John Ford, joué par David Lynch, et il lui demande de décrire les tableaux qu'il a en face de lui. Il dit oui, il y a des westerns, il y a des collines. Il dit non, il y a pas ça. Dis-moi où est l'horizon. Et ça c'est incroyable. Parce que c'est ce qui compte. C'est intéressant, mais je trouve que c'est là où il sort de de son propos, parce que je trouve que la dernière. Oui, d'accord, certes, mais je trouve que là, il revient trop sur le travers du film, qui est de parler du cinéma en global, alors que là où il est vraiment très bon, c'est de la réception et de ça. Et je trouve que la dernière séquence, elle perd de cet ancrage dans le. Ok, mais je suis pas d'accord, mais ok. Non, c'est fou que je doive me placer un peu en tant que. En critique négative du film, parce que point de vue négatif du film, parce que c'est vrai que je suis pas autant enthousiaste que vous, hein. Il y avait des vrais moments de grâce dans le film, et ça je le reconnais. On vous avait beaucoup parlé de la performance de Michelle Williams, la scène où Michelle Williams se met à passer du sourire
aux larmes en voyant les images d'elle et de son amant, c'est absolument fabuleux. La scène dehors où elle danse avec un drap, une robe transparente sous les phares, c'est magnifique, c'est très beau. Il y a des vrais moments de cinéma, il y a un vrai travail aussi de relation entre les persos par rapport au gamin qui voit ses parents se séparer et divorcer. C'est très très bien fait. La relation aussi entre le frère et la sœur qui vient voir le petit Sam et lui dit que c'est compliqué, que ils sont égoïstes et que la mère est absolument horrible, et savoir reprendre le parti pris, c'est très intéressant. Mais là où je trouve que le film ne décolle pas et n'a pas une portée immense, c'est que déjà la fin, à mon sens, n'est pas forcément réussie, parce que c'est pas l'acmé du film, et c'est normal que ce soit pas l'acmé du film, mais c'est pas forcément une fin grandiose de laquelle on sort en se disant waouh, le film m'a bouleversé. Cette belle scène avec David Lynch, d'accord, c'est intéressant, d'ailleurs c'est très très cool de voir David Lynch à l'écran en tant qu'acteur aussi, mais voilà, rien à voir. Et le cigare, Nicolas mime le cigare. Mais non, c'est très intéressant, c'est très cool. Mais cette scène de l'horizon, elle est intéressante, mais elle est pas assez puissante pour moi être le point final du film en fait. Et du coup, je suis un peu déçu par rapport à la fin. Et le film me paraît très beau, mais quand on me le vend comme un chef-d'œuvre et quand on me dit c'est incroyable, c'est absolument splendide, je sais même pas s'il sera dans mon top de l'année en fait. C'est vrai que la fin, tu vois, la fin fait penser à Babylone, donc c'est mauvais, mais je rigole évidemment. C'est là où le film perd en fait. Je rigole, c'est très bien, mais on dirait sur le terrain de Babylone, il en perd en fait. La fin c'est du mauvais Babylone, mais le reste c'est masterclass, et de toute façon du mauvais Babylone ça reste quand même bon, hein, même si je rigole un petit peu. Donc le film est incroyable, voilà. Mais justement, pour revenir sur Babylone, et je finirai là-dessus, le film, justement, la fin n'est pas du tout la même chose, parce qu'on retombe le moment où Spielberg est sur le point d'échouer. Et le film nous raconte quand même cette aspiration de cinéaste. Et la chose qui le fait réussir, c'est qu'il arrive à se cadrer lui-même. Et qui se dit non, tu dois pas cadrer l'horizon au milieu, quand toi tu marches, tu la cadres en bas, et ça c'est absolument sublime. On se souvient de cet homme qui va allumer les phares parce qu'il n'y a pas assez de lumière, parce qu'on sait qu'il va y avoir trop de grains. On se souvient de Brad Pitt qui est complètement saoul avant ce baiser dans Babylone. Et au fond, ce qu'on retient dans le film de Damien Chazelle à la fin, c'est que ces images, elles resteront jusqu'au bout. Et c'est pareil en fait dans le film de Spielberg. C'est pareil, sauf que lui à la fin, il arrive à corriger la caméra pour que l'image du film et l'image dans le film deviennent la même. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Et tu penses sincèrement que dans quelques mois, quelques années, le film t'aura laissé un sentiment Ah non mais fort? oui, le film va laisser une marque dans l'histoire du cinéma qui est certaine. Non mais toi, il t'a vraiment touché. Il m'a vraiment touché très profondément. Ok, Bleu, et on conclut. Bon, si je peux conclure sur un petit mood feng shui, comme je répète depuis 3 fois, je suis vraiment la médiatrice de ce groupe, c'est pas possible, c'est avec Victor. Je vois qu'il y a une trance onirique qui se crée progressivement, plus ou moins, ça dépend des gens. Bon, je voudrais terminer sur quelque chose pour donner un petit peu le pour du contre que j'ai formulé tout à l'heure sur la subjectivité. Je pense que Spielberg préfère montrer la manière dont il crée des explosions avec les pistolets dans ses films de western, plutôt que de montrer d'un point de vue omniscient ce que ressent réellement le père à l'approche de sa séparation avec sa femme. Et je trouve ça beau. On voit la détresse de la mère, mais on la voit à travers les yeux d'un enfant qui a assisté à la détresse de sa mère. On voit pas ce qu'il y a ensuite. Et c'est ça qui est beau. On voit juste la manière dont il a perçu sa mère, sa détresse, la dernière scène où on voit sa mère avec son père quand elle arrive dans la maison et qu'elle est la seule à ne pas rire, je la trouve absolument sublime, mais on n'en connaît pas la suite, et je pense que c'est mieux comme ça. Et voilà, ce regard subjectif, je pense qu'il compose les limites et les forces du film. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, sur ces beaux mots. Et c'est drôle parce qu'avant l'émission, on disait qu'on n'aurait pas grand-chose à dire sur le film et que ça paraissait compliqué de faire une partie. J'étais sûr qu'on allait avoir des choses à dire, et effectivement, là, on pourrait en parler pendant encore un moment, je pense. Mais voilà, avant de passer à la deuxième partie, et je le rappelle, la deuxième partie sera vraiment intéressante aussi parce qu'on parlera des Césars et d'autres films, dont La femme de Tchaïkovski, et on en parlera un moment parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. On va faire peut-être un tour de table pour conclure la partie, j'allais dire Babylone, mais non, Fabelmans. Toi. Gaston.
Et ben pour reboucler la boucle, j'aimerais dire au revoir à notre auditeur d'Aubagne, donc voisin de SCH et natif de la même ville que Marcel Pagnol. Il aura à cœur d'écouter cette émission sur The Fabelmans et sur Aubagne. Et du coup vraiment gros cœur sur toi et puis gros cœur sur le cinéma, gros cœur sur Steven, gros cœur sur tout le monde. Sur tout le monde, ouais. Et puis voilà. La ciao. personne qui nous vient de Aubagne peut nous envoyer un message, on pourra discuter avec elle si elle nous entend aujourd'hui. Voilà, ton avis sur Autobahn, donc dernière mixtape de SCH, on le veut, donc voilà, n'hésite pas. Bon et voilà, on vous dit du coup dans quelques jours, je pense, pour la deuxième partie, et on vous rappelle, hein, comme à chaque fois, même si on va le refaire dans une partie aussi, c'est qu'une partie, mais suivez-nous sur Insta, envoyez-nous des messages, discutons ensemble, suivez-nous aussi sur les plateformes de streaming, mettez-nous des notes sur Spotify les amis, ça nous fait très très plaisir, ça monte un petit peu, et continuez, c'est cool pour le référencement, et puis voilà, on vous dit à tout de suite, à bientôt là pour la suite, et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.